C'est surtout ça le problème. C'est surtout ça le problème. C'est le principal problème. C'est le problème. J'aimerais pouvoir me lever très tard le matin à Rome, quand tous les matins je me réveille avec la grisaille, et le poids au cœur, les absences, et les tripes dans l'armoire dégueulée, le mal au ventre, édenté, les saloperies avalées, les chiottes à laver, à lécher, les tripes, le ventre, la mer, la bite, les coups, l'œuf cocotte, le souvenir de ce que j'aime manger, le sang barbouillé au petit déjeuner. Christophe Chemin, arrondissement de l'asphalte, Ballant, le rayon 2001. Je ne suis pas sûr de l'année. Light, camera, action, 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 action. Nicolas Page, je mange un œuf, le rayon, juin 99. Après les bars, j'ai bu de l'eau, ouvert le frigo, chopé un petit pot bébé. La fenêtre était ouverte en grand et il ne faisait pas froid. Curieusement, dans la lumière bleuâtre de la pièce, ici j'écrivais, aveuglé, le visage éclairé, et la ville repose, saine et tranquille, dans ce milieu de la nuit du samedi soir, où peut-être il n'y a eu ni meurtre, ni embrouille, où des blocs humains font les beaux dans les clubs, au Gibus, où je ne suis pas allé, à Paris, par les rues où les taxis ramènent les gens, où des portes claquent, des portières de voitures, des volets, où les gens s'endorment, se blottissent dans le sommeil appesanti d'alcool, se blottissent à deux, sans bruit. Ici, je n'entends rien, la fenêtre est grande ouverte, la ville respire. Après les bars, je rentre et je me mets à écrire cette vie précaire. Julien Trèves, Le Rayon, 99. On n'y croit pas, mais c'est ainsi. Henri III, Louis XIII, Monsieur, propre frère de Sa Majesté et César de Vendôme en furent. Heureuse lecture. Claude Pasteur, Le Bovis ou les homosexuels à la cour de France. Le Rayon gay, avril 99. Personnellement, je détestais la partie sous-vêtements de l'affaire, sans parler des chaussettes et des jockstraps. Je détestais les bourrer dans les sachets en plastique, les mettre dans les enveloppes étiquetées et les descendre au bureau de poste. Je n'arrêtais pas de me dire que peuvent-ils bien faire avec ces trucs. Robert Plunkett, jockstrap, Le Rayon, 2000. Oui, j'aime les tantes parce qu'elles sont gentilles avec les vieilles dames et séduisent toujours la maman de leurs petits copains. Cette folle serveuse de restaurant qui, tout en vous prenant la commande, va demander à votre mère le nom de son parfum. Folle capable de payer très cher un mauvais repas uniquement parce que le serveur, désagréable et hétérosexuel, ressemble à Brad Pitt. Folle qui conseille leurs copines de bureau sur la couleur de leur mascara et qui, entre deux séances de pipe au fond du backroom, font salon pour parler du dernier opéra. Folle épilée et parfumée qui meurt d'amour pour l'avant-bras poilu du livreur de pizza, qui se marie tous les 4 jours et sont fidèles 40 minutes. Folle de tout et son contraire. Folle, je vous aime. Ave Brison, La vie rêvée de Santa Piole. Février 2000. Les victimes, avertissement. Que ce soit clair, tous ceux qui ne liront pas ce livre, mon livre, les bourreaux, je les tuerai. Tous, vous m'entendez? Tous. Christophe Chemin, 25 ans, Le Rayon, 2000. Voilà l'histoire. On s'est rencontrés. J'aurais voulu qu'il m'aime, qu'il me sauve, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas été possible. Donc très bien. Alors, qu'est-ce que je pouvais faire? Sauver les arbres, les enfants, les gens, le monde? J'avais déjà des dispositions. Allez, mais j'anticipe. Guillaume Dustan, Nicolas Page, Le Rayon, 99. Je savais que j'aimais ce corps, le corps, la grâce, le visage féminin. Je fus apparemment vaincu aux alentours de mes 24 ans. Je me débattis exactement comme quelqu'un qui se noie. Et depuis lors, c'est une joie constante, en dépit des douleurs que comporte toute vie, en même temps qu'un sentiment de force inéluctable, inaltérable, de m'être trouvé, d'avoir trouvé les femmes, et de savoir que c'est ce qui me fait vivre, agir, penser, rire, écrire, aimer et du même coup pouvoir penser le monde. Geneviève Pastre, Une femme en apesanteur, mémoire moderne, 2002. Je suis un peu ému. Geneviève, c'est un peu lourd.
Quand Dorothy Allison nous parle de sexe, de classe sociale et de littérature, ça fait mal, ça fait du bien. Dorothy Allison, Pau, Le Rayon Gay, février 99. Et autour du groupe, pour toutes les grandes occasions, il y avait les femmes, les fidèles, les amis, ceux qui ne ratent pas un concert, les sœurs, les frères, et aussi toutes les filles successives. À chaque étape, il y en avait au moins une dans la foule, une belle en puissance, et Olivier ne chantait que pour elle. Nicolas le Jeune, Le regard de Belle, Le Rayon, 2000. Cher Michel, tu as dû être étonné, en relevant ton courrier, de découvrir une lettre de moi. Quel lâche tu fais? Tu ne m'as même pas envoyé un exemplaire de C'est pas fini. Depuis que je te connais, tu as toujours évité de prendre tes responsabilités quand s'annonçait un conflit. J'ai vraiment eu envie de vomir en lisant tes mièvreries et tes saloperies. Je me demande qui pourrait s'intéresser à tes histoires de PD de province. Déconne-toi, il y en a des mille et des cents. S'ils se mettent tous à raconter leur vie, où va finir la littérature? Michel Zunkir, C'est pas fini, Le Rayon, septembre 2000. Nu et rouge, la nuit, tu bouges, de mon salon rouge, je note les mouvements de la nuit passée, sur le canapé des damnés, je pressais le sein de pâquerette, une autre nuit rouge l'a emporté à coups de mitraillette. La bourrette, définitif, Le Rayon, 2001. Alice est le roman de mes 19 ans. Plongée, univers, Minitel. Cru, môme perdu, ironie, arme. Détresse moderne, cruauté sexuelle. C'est quoi pervers? Désarroi, adulte trop petite, gamine trop grande. Déshérence, confusion. Escalade, violence, passage à l'acte, révolte, cri. Karine Bernfeld, Alice au pays des femelles. Le Rayon. Demi. Je vais avoir 34 ans. Je n'aurai jamais d'enfant, de maison avec un jardin, une cave remplie de boîtes de jus de fruits. C'est inscrit en moi. Toutefois, tout foire suite à une malédiction héréditaire. On ne peut rien contre ces trucs-là. Picoler pour ne pas se faire bouffer, pour ne pas montrer qu'on est un minable, se payer des salopes de bar afin de se donner l'illusion de valoir quelque chose. Je dis salope de bar, je pense ange dépourvu d'elle. Damien Verham, 5000 agrafes, Le Rayon, 2000. Papa a tort, il ne comprend pas. C'est comme ça. Frédéric Huet, Papa a tort, Le Rayon, juin 99. Clic, clic, je descends des montagnes, j'en ai vraiment marre de ces ours. Dans la plaine, une autre petite maison, peut-être un village. Bien, on a besoin de nourriture. En me rapprochant, je peux voir des orques qui courent dans tous les sens. Tout à leurs occupations d'orques. Merde, j'en ai marre aussi des orques. C'est une aventure, dit Else. Il va y avoir une espèce de trésor caché ou d'indice important. Clic, clic, clic. Else et River Rat s'approchent furtivement de l'entrée. À l'arrière, hurlements, les gardes orques les ont repérés. Persimmon Blackbridge, Prozac Café, Le Rayon, 2000. Ogre, où la catastrophe est visitée de justesse. Parti faire une course pour sa femme, l'homme fait la rencontre sexuelle d'un ogre, le boulanger d'à côté. Révélé à un désir ignoré, l'homme ira toujours plus loin dans sa quête, jusqu'à se rendre compte que l'ogre, c'est lui, et que c'est pas grave. Pierre-Angelo Polvert, Ogre, Le Rayon Gay, février 99. Quand on sort du train après un long voyage à travers les dernières campagnes, on arrive là où on aurait dû déjà se trouver au départ, où on voudrait rester toujours, où on voulait arriver. On voudrait en repartir, le train nous manque maintenant, on reste un peu sur le quai. Comment ça s'appelle ici? Où suis-je? Où sommes-nous? Où habitez-vous? Avais-je demandé au chef de gare. Mais aucune réponse, point de hochement de tête, ni invitation à venir dormir chez lui. Béatrice Cussol, merci, Le Rayon, 2000. Quand vient la nuit, le petit pas de West Hollywood
fait l'objet d'incursions silencieuses. Des hommes, de plus en plus nombreux, viennent s'asseoir un par un sur les bancs et les gradins en L du terrain de baseball. Ils rôdent dans les chemins et les pelouses, leur ombre se mouvant au gré du vent qui agite les feuillages. John Ritchie, La nuit vient, Le rayon, mars 2001. Je prends le corps d'une femme comme support à une plus grande connaissance des femmes et de mon corps propre qui accède au fur et à mesure à une évolution et à une épreuve de moi-même dans la force et la puissance physique et mentale, et j'accède ainsi à une sublimation de mon existence qui n'est plus qu'un souffle en quête d'un mieux utopique et permanent. Béatrice de Selle, Discours saphique, moderne, 2001. Le livre s'appelle « Pourquoi pas moi ?» Je l'apprends par hasard, au détour d'un mail. Dans son mail, le copain dit « Bravo. Bravo, ton livre « Pourquoi pas moi ?» est annoncé dans les collections de l'automne 2001. C'est écrit ça dans le mail, et moi je me dis que j'ai plus qu'à l'écrire, le livre. C'est pas que c'est dur, le titre est déjà trouvé. Et une fois que le titre est trouvé, les livres... Pascal Ferrand, « Pourquoi pas moi ?» Le rayon, octobre 2001. J'ai trouvé un livre sur le 4e cours, c'est Wow de Cécile Helleux. Je cherchais sur les mails. Le livre est à l'intérieur. C'est bien trouvé. Sur les mails, je l'ai. C'est malin. C'est quoi ça? C'est vraiment le rayon? C'est vraiment ça. Ah, Soleil même. Soleil même. Il y a un livre qui est sorti cette semaine qui s'appelle Journal d'un crétin. Comme pour moi, je me suis dit déjà pris. Et puis crétin, il manque la dimension purement féminine que je suis censé assumer. Journal d'une conne, ça ferait trop Brigitte Fontaine. Journal d'une salope, ça ferait overpromising. Journal d'une tarée, trop barré psycho. Journal d'une stupide, trop unisexe. Journal d'une branchée, trop mon père. Journal d'une idiote, trop je t'aime d'Aznavour. Journal d'une nulle, trop moins que zéro. D'une naze trop connotée fatigue, d'une crétine trop teenager, d'une amoureuse trop la meuf à solaire, d'une journal d'une fille s'écoule dans la tête de plein de lecteurs à couilles, ça devrait suffire. Soleil même, Cécile Helleux, ça doit être 2000, on va dire. 2000. Le rayon. Dindon je suis, dindon nous sommes. Philippe Joanny, Le dindon, tragédie burlesque. C'est une erreur. Le rayon gay. Mai 99. Je tombe sur des... Oui, celui-ci on peut pas le faire. Il m'arrive souvent de dire parler de moi, mais je ne le fais pas. Beau sujet, mais la force et la chaleur me manquent. Puis, quand je parle de moi, je parle de celui dont on ne devrait pas parler. Quand on y réfléchit, on arrive à ce genre de perspective. Béatrice Cussol, Pompon, Le Rayon, 2001. De mon propre gré, je sous-signais, renonce à ma condition naturelle d'homme, ou de femme. Bien le chier. Laissez-le tranquille. Et à tout privilège social, économique, patrimonial, et à toute obligation sociale, économique, reproductive, dérivée de ma condition sexuelle dans le cadre du système hétérocentré naturalisé. Je me reconnais comme étant un producteur de God et comme un translateur et diffuseur de God sur mon propre corps et sur tout autre corps qui signera ce contrat. Je me reconnais comme étant un trou du cul et comme travailleur du cul. Je renonce à tous les liens de filiation, maritaux ou parentaux, qui m'ont été assignés par la société hétérocentrée, ainsi qu'aux privilèges et aux obligations qui en découlent. Le présent contrat est consenti pour une durée de 1 mois, fait à en exemplaire, signature. Béatrice Preciado, manifeste contrasexuel. Et c'est Moderne. moderne, 2001. 2000. Dans le nord, ce bar, c'est une sorte de principauté à l'intérieur de la ville, un état tyrannique qui garantit la liberté. Le nord, c'est n'être empêché par rien, n'agir que selon sa propre nécessité, c'est-à-dire selon sa séduction sexuelle. Cette Anvers, ni Paris ni New York n'ont atteint cette tolérance, ce trash reste empêtré dans le sordide alors qu'ici, le droit assure la sécurité et la paix civile.
Il sait qu'à Paris, les soirées SM sont régulièrement annulées à la dernière minute. Et il sait qu'à New York, il n'y a plus de backroom depuis longtemps. Anvers. Selon la légende, Antwerpen, les mains sont jetées loin dans la mer de ceux qui ne veulent pas payer l'entrée du port. Éric Cajal, Les Méchants, Le Rayon, 2001. Alors, c'est l'histoire d'un faux travesti qui revient de sa campagne natale, qui a des convictions politiques et qui, sous prétexte de revoir des lieux aimés, se retrouve en train de boire un verre de sauterne dans un espace grandiose entre deux cercles de boue qui se font face. Ouch. La bourrette enchantée, Le Rayon, mai 2000. Ah, mais bon. J'ai ouvert le double rideau de l'hypocrisie, que l'on appelle l'érotisme, pour laisser entrer la lumière de la pornographie. Ne me demandez pas de... Parce que même les histoires d'amour les plus sucrées ont toujours un cul et une bite, Pascal Marty. Entre Benoît et toi, Le Rayon, 1999. On lit ça de... Ouais. C'est une bonne question, ça. Je fais Dennis Cooper. Et... Ah non, tu me dis. Ok, je commence. Ah, vas-y. T'as lu les nouvelles de Philippe Cadic? Il écrit à partir d'un délire. Genre, il prend un verre et il dit « c'est ironique ». Il se met à écrire une histoire, tu vois. Enfin, il était sous speed en permanence. J'aimerais bien être sous speed. J'ai jamais pris de speed. J'aimerais bien être défoncé aux enfêtes pour voir. C'est vraiment... Ça fait con de dire ça? Non, j'aime bien les enfêtes. Enfin, à une époque, j'arrêtais pas d'en prendre. Le problème, c'est qu'ensuite, pendant 3 jours, t'es complètement déprimé. Ça te consume de l'intérieur. Ouais, en fin de compte, ça vaut pas le coup. J'ai pris pas mal de cristal aussi, c'est super fort. Je le sniffais. Wow, génial. Ça marche pas du tout. Dennis Cooper, à Oh, l'époque. génial. Moderne. C'est 2001. Ému de pitié, j'ai pris Bruno Richard sous ma tutelle spirituelle depuis quelques années. Il me confie ses peines, ses joies et sa corbeille à papier. J'essaye de le guider sur le chemin de la perfection autant que je le peux. Quand vous connaîtrez son journal, vous comprendrez le pain que j'ai sur la planche. Philippe Billet. Elles sont de sortie numéro 56, Bruno Richard, journal Sale, tome 2. 2001. Le Rayon. Bah oui, on est à court, il n'y en a plus. Vous pouvez vous arrêter. C'est ça. J'ai mis divin. Génie divin. Non, Alexis. Alexis. Il est super. Un entretien avec Léo Chabot. Extrait. Léo Chabot. Laisse-moi me branler, Guillaume Dustan. Léo man, voilà, c'est ça qui a changé par rapport aux années 60, 70 et même 80. C'est que toi, Léo Chabot, tu peux me dire quelque chose comme laisse-moi me... And then, all a gorgeously nice friend and a man now, they're actually going to go to print with that and get away with it. Because dans les années 90, thanks to the ever widespreading news of hard drugs and of the youth culture attached to it, je veux dire grâce à MTV, aux rockstars et puis aux popstars, et puis après aux DJ et à la scène house techno, which actually took over the world and the people, le peuple, et aussi un peu à l'art contemporain qui est finalement la branche intellectuelle, un peu officielle de tout ça. And of course, thanks to fashion. Well, il s'est passé une révolution du monde sans effusion de sang. La révolution freestyle, bon esprit, one nation under a roof, peace, respect, love and unity. Tous ces slogans clubbers ont un sens profond. The politic of dancing, the politic of oh, feeling good, 1984. The Reflex, le tube qui est aussi le manifeste politique de l'underground fêtard et danseur. Et au final, il se passe quoi? The honor of the world, la bourgeoisie pas drôle, sont en train de reprendre le pouvoir dans le monde blanc. Parce que la génération des 30-40 ans actuelle est cool, intégrée, et que les autres qui suivent après, c'est encore mieux. C'est l'enfance. Il pourrait y avoir plus de noirs et plus de house dans le métro, et les lumières pourraient vraiment être plus tamisées. Guillaume Dustan, Alaxir, Le Rayon, 2002.
lire le projet de collection écrit par Augustin à l'attention des éditions Ballant, publié dans Nicolas Page. Sachant que le projet est quand même assez loin de ce, est différent en tout cas de ce que la collection est, mais c'est un bon aperçu en fait, un peu de l'idée. Quoi ? Elle est devenue. Et Un peu loin de ce qu'elle est devenue. de ce qu'elle est devenue, ouais. Avant de quitter Paris, j'ai reparlé à POL de mon vieux projet de traduction de bouquins PD américains. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas, mais qu'il allait en parler avec Jean-Jacques Auger, le patron de Ballant, maison à Lille. Quelques jours après, il m'a demandé de venir le voir. Jean-Jacques Auger était très intéressé. Je devais faire une présentation du projet en 3 pages. Le ciel s'ouvrait, j'ai fait ça. Projet de collection à l'attention des éditions Ballant. Auteur du projet et responsable de la collection éventuelle, Guillaume Bustan, écrivain et journaliste, a publié aux éditions POL, Dans ma chambre et Je sors ce soir, en préparation de 3 ouvrages pour 98. Description du projet. Il est proposé aux éditions Ballant de publier une collection de poches ou de quasi-poches consacrée à l'écrit homosexuel sous toutes ses formes. S'agissant d'un public habitué à la concurrence de nombreuses formes de distraction, il est essentiel d'offrir un produit à prix réduit, entre 40 et 60 francs, et à la présentation accrocheuse sans être vulgaire. La qualité du papier ici est très secondaire. En revanche, celle du contenu sera élevée et constante, quel que soit le genre concerné, essais, documents ou fiction. Est envisagée l'apparition de 8 à 10 titres par an, se composant majoritairement de fiction, et pour le reste de documents et éventuellement d'essais. Il serait enfin nécessaire de réfléchir à la possibilité d'éditer des albums de dessin, photos, peintures, le graphisme homosexuel étant lui aussi peu et mal publié, alors qu'existent en France des auteurs de talent. Fury 169, Eric Raspaud, Teddy, etc. Le titre proposé pour la collection et qui doit s'accompagner d'une présentation originale la distinguant des autres produits de la maison d'édition est Rayon Gay. Ce titre porte en lui, par une image, l'ambition de la collection. Donner un accès aisé à une production écrite, aussi bien littéraire que documentaire et théorique, consacrée spécifiquement à l'homosexualité. En publiant une telle collection, les éditions Ballant combleront un vide dans l'édition française, tout du moins si on la compare à l'édition anglo-saxonne, et plus particulièrement américaine, florissante dans ce domaine. C'est la liste des titres proposés par le Gay Book Service de Gaytime. Rayon Gay se veut une allusion directe au fait qu'aujourd'hui, toutes les grandes librairies en Angleterre, aux États-Unis et au Canada possèdent une Gay Section. Ce n'est bien entendu pas encore le cas en France, mais cela indique l'existence d'un marché et d'une demande spécifique qu'il s'agit de satisfaire. La production en langue française n'est pas pour l'instant très importante en la matière, bien qu'elle soit vouée à s'enrichir avec l'apparition d'une part de nombreux jeunes auteurs de fiction, d'autre part le développement des études homosexuelles qui demandent des gays et des studies anglo-saxonnes. Le directeur de collection cherchera cependant à y publier des ouvrages de langue française. La recherche de tels ouvrages pourra se faire en synergie avec la promotion de la collection et dans des conditions qui seront le cas échéant arrêtées en plein accord avec l'éditeur par le moyen de commandes. Il sera ainsi possible d'éviter la critique, qui ne manquera pas d'être adressée à la collection, si celle-ci se cantonne au domaine américain et même anglais. D'être le reflet d'une idéologie communautariste, objet de la méfiance de nombreux intellectuels, entre parenthèses Finkielkraut, Martel, et d'une partie certainement moins nombreuse du public. L'ouverture de la collection sur le domaine français ne pourra cependant se faire faute de manuscrits que progressivement. De ce fait, mais aussi parce qu'à la fois la majeure partie de la mémoire de la culture gay sont américaines, argument qui permettra de justifier les choix éditoriaux proposés. L'essentiel des titres publiés par Rayon Gay sera, dans un premier temps, composé de traductions de l'anglais. Parce que la spécificité de la culture gay est liée par essence au sexe, la collection fera une large place au thème de la sexualité gay. Celle-ci apparaîtra sous ses différents aspects, du plus classique au plus hard. La collection montrera ainsi qu'au sein même de l'homosexualité coexistent les formes les plus diverses de rapports interindividuels ou encore d'amour. Au lecteur de se situer face à ce qui lui sera ainsi proposé, et nous le souhaitons, ce ne sera pas la chose la plus facile, de manière à constituer une véritable bibliothèque de l'honnête gay. Il serait enfin souhaitable de reprendre au sein de la collection des titres déjà produits, demeurant aux éditions courantes chez d'autres éditeurs et souvent épuisés alors qu'ils constituent des classiques de la librairie gay contemporaine. Par exemple, la piscine bibliothèque d'Alan Hollinghurst, Rush de John Ritchie, ou encore qui n'ont pas fait et ne feront sans doute jamais l'objet d'édition de poche, Cité de l'ami de Ritchie, mais aussi l'autobiographie de Boy George, parue chez Lafon en 1995, et qui n'a manifestement pas trouvé son véritable public. Ensuite, il y a une liste des titres proposés. Conditions économiques. Le directeur de collection reçoit 5 000 francs par titre apporté. Il perçoit en outre 2% du montant des ventes des ouvrages de la collection.
Les ouvrages achetés par le directeur de collection dans le cadre du travail effectué par la collection lui sont remboursés sur présentation des factures. Et le début du chapitre d'après, le chapitre 17, décembre 97. 3 jours après que POL lui eut passé le truc, Auger disait OK. Je l'ai rencontré début décembre, moi bafouillant, lui aimable. On s'est mis d'accord, la collection devait servir à sauver des gens. À la campagne, au bout de 2 jours à me reposer, faire les courses et cuisiner, j'ai commencé à me faire chier grave. Pas de bar, pas de boîte, pas de sexe. Je me suis mis à écrire des trucs, des articles, en me disant que je pourrais peut-être les placer à Execo ou à Tétu, plutôt Tétu, vu que j'ai commencé par une descente en flèche d'Execo. Puis j'ai écrit sur l'homosexualité, la vie moderne. J'ai appelé Thomas Dustali, le nouveau rédacteur de Tétu, on s'est vu. Il voulait changer la ligne du journal, il se séparait de Mark Simpson. Il était intéressé. J'ai écrit une série d'articles, comme convenu, je lui en ai envoyé 5, les plus achevés. Finalement, on n'en a pas voulu. Du coup, je vais peut-être commencer par lire un texte de Oelia Gouret, qui est à la aide, qui est une artiste militante travailleuse du sexe, que j'ai connue moi il y a déjà un moment, c'est donc, qui écrit de plus en plus. Puis là, elle avait écrit ce texte pour... tiens, après ça sera... elle avait écrit ce texte en fait pour justement une lecture qu'elle a fait dans un squat à Évry, qui agence des textes d'elle de son journal et des extraits de Nicolas Page, donc le maître de Buisson. Les flics nous observent un coin de l'œil, quatre nous encerclent. Ils disent qu'ils l'ont vu taguer, ils signent un papier qui résume ses droits face à la police, les keufs se barrent plus loin, ils nous encerclent de nouveau à la fin de la manif, ils essayent de courir, ils se font rattraper, 5 cochons nous sautent dessus et le plaquent au sol, Derek Nico. Quelle bande de bâtards, deuxième manif contre les violences policières. On est un seul cortège, au bout de 5 minutes, ça commence à péter des trucs. Un type avec un masque de clown brise des vitres de voitures, achète de trottinettes, les banques sont caillassées, la police nous charge et nous gaze. Tout est fini au bout de 20 minutes, il nous faut une bière, un Red Bull, la sonnette retentit, il est sorti de la garde à vue. Fin de soirée au phare. Sur la route, on arrache une feuille de la taille d'un buste humain, elle s'appelle Georgette pour la soirée. Je mange toutes les cacahuètes, Georgette finit noyée dans le Rhône. On s'installe pour rigoler dans une structure sphérique en bois tressé devant un bar lounge. Le serveur nous dit « ça coûte 1000 francs d'être assis ». On fait croire aux mecs qu'on connaît des gens, ça fonctionne pas et on finit par se casser. On ferme les rideaux pour pas avoir d'amende et il y a des keufs qui font une ronde dans la rue. On est dans une sorte de bateau, la sonnerie m'externe du rêve. Il est 12h30, j'ai pas fait de course, j'abandonne, je me maquille, je mets une jupe, je déplace les canapés pour faire un dance floor, je branche les contrôleurs aux enceintes, j'attends. Déjà arrive au compte-gouttes, la soirée passe hyper vite. Je vais dans ma chambre, il y a 2 post-it collés entre eux sur mon bureau avec un pochetard bloqué à l'intérieur. C'est écrit « Bienvenue à Bruxelles » et derrière « OK KO ». Je tape une trace avec mon amie, puis elle prend Uber et elle plus personne. Je me réveille, la tête lourde, je prends du Doliprane, j'ouvre la fenêtre, je me recouche, je commence à penser à tous les trucs à faire pour les photos. Je me dis que ça va être trop fort, je lis tout haut, je n'arrive plus à dormir. Je décide d'écrire ma journée, je me lève, je sniffe un coup le fut de Nicolas avant de le passer. Je cherche mes lunettes, je ne les trouve pas. Je me souviens qu'elles sont tombées par terre hier soir. Je finis par les trouver. J'ai mon t-shirt de Nicolas. Je pense que je vais l'appeler ce soir pour lui dire qu'il n'y a aucun problème. Je me répète la phrase, il n'y a aucun problème. Je vais à la cuisine pour du café. Je suis dans son odeur, je suis bien. Je mets du miel qu'il m'a acheté. J'emporte mon café dans le bureau. Je mets FG pour avoir le rythme. Il est 5h du matin, je bois mon café. Je tape. Il est 7h05, jeudi 25 juin 1998. Je ne sais plus quoi faire. J'ai envie d'appeler Nicolas. Il est trop tôt, je pense. Je sens le vent du matin. Je vais pisser. Je remarque les cendres de joint dans le lavabo. Je pense à des trucs à rajouter ou pas. Je décide d'attendre 7h30 pour appeler. Je vais sur le balcon, le jour se lève, je trouve ça triste. Je pense à ma journée mal commencée et bien finie. Je pense qu'heureusement que la nuit tire le jour après elle, sinon le jour ne se lèvera pas. Je check mes mails, 8h58, il y a 13h. Hello Juliette, any chance you have free after work today? Let me know. On se voit chez lui, il est dans les finances. Il dit, I can't tell you how much I hate my job. Et puis, I like you because you seem sex positive and body positive. Il m'offre 2 craft beer. Il discute trop longtemps, il reste plus que 5 minutes pour baiser en théorie. Je reste une demi-heure de plus. Il n'est ni moche, ni beau, ni trop bon. On baisse, rien d'incroyable. Je pars, j'ai 200 balles dans la poche, une descente d'adrénaline. Je range toute ma chambre, je m'écroule dans mon lit. Le plafond de la salle de bain est abîmé par l'humidité. Les petites taches noires m'ont rappelé un plan d'un film de Varda où elle dit «
Si on isole une partie de la moisissure de son plafond avec un cadre, ça devient un tableau. Après, je me suis rappelé qu'elle était morte et j'ai un peu pleuré. J'essaie de joindre le fan suisse. Faux numéro, je flippe. Je consulte l'oracle. C'est le roi puissant. Je dois agir maintenant avant que mes forces ne disparaissent. J'appelle les renseignements suisses. J'arrive à avoir le portable du mec, mais pas lui. J'appelle ma mère, elle n'est pas là. Je laisse un message à Baba. Je vais à la cuisine. Je balance ricotta, parmesan, crème fraîche, thon. Je douille, je goûte, c'est déjà froid. Je mets au micro-ondes. Je me sers du lacryma Christie. On n'a pas bu avec Nicolas, c'est bon. Je prends la bouffe et mon verre. Je vais devant la télé. J'ai des espèces de sanglots en regardant des Roumaines chercher un mari dans le monde riche et n'arriver qu'à toujours la même chose, se faire violer comme moi. Le téléphone sonne, c'est ma mère. Elle me parle de l'article de Daron dans l'IP d'hier. Elle me demande ce qu'elle peut faire pour moi. Je lui dis, me recoupe 2 chemises pour que je puisse séduire Nicolas Poche. Elle dit que c'est pas une question de chemise. Je dis qu'il faut que je sois beau pour que j'arrête de me sentir comme une merde. J'ai pas assuré du tout quand il était là. J'étais en demande totale. Il n'a pas dû comprendre par rapport à Liège. Heureusement qu'on n'était pas tous les deux ensemble tout le temps, sinon ce serait déjà foutu. Je dis que je pense que les gens veulent soit le tuer, soit le baiser. Elle me dit que c'est normal, qu'il se méfie alors. Elle me dit que c'est incroyable que je sois comme ça. Elle me parle de la lettre de Gère que m'a envoyée papa chez elle. Félicitations pour ton livre que j'ai vu pour la première fois entre les mains de celle que j'ai quittée et dont les choix de vie m'avaient éloigné de toi. Je lui dis que ça ne me donne pas envie de lui mettre un point sur la gueule, mais dans la gueule, et de tourner à l'intérieur. On parle de la colère, je dis que je n'ai pas encore été assez en colère. On prend rendez-vous pour jeudi. Je retourne manger et pleurer devant la télé. Je suis déprimé, je rentre dans la chambre, je pense à Nicolas. C'est la merde, j'ai envie de l'appeler, je n'ai pas envie d'aggraver mon cas. Je consulte l'oracle, je titre. Je tire l'éclat de diamant. Mettez vos actes en accord avec vos paroles et vos paroles en accord avec vos pensées. Au bar karaoké, je chante Demoiselle de Derms, la fille mignonne derrière moi m'aborde, on discute quelques minutes, elle me propose de dormir chez elle. Mon coloc me dit qu'il a commandé un taxi. Je lui dis que je reste finalement, elle habite près de la station de parc, elle habite seule avec un chat, elle a beaucoup de livres, elle écrit des articles pour un journal et des poèmes. Elle lit le même livre de Nelly Arcan que moi, on couche ensemble, elle me dit qu'elle me trouve belle, je dis que je la crois pas, elle dit qu'elle veut me revoir, je me casse à 7h30, j'ai dormi 2 heures, je laisse un mot qui dit « J'ai pas osé te réveiller pour te dire bye, alors bye, on se revoit quand tu veux ». On est arrivé de nuit, j'ai découvert ce paysage de matin, tout est blanc, sans horizon. De la neige foudroyante, le soleil rebondit, j'ai une sale gueule de bois, c'est raté pour le drag January. J'avale un cachet, je vomis 10 minutes après, je regarde par la fenêtre, ma jambe saute toute seule. Les mecs du garage font de la peinture de la carrosserie, c'est un film d'atelier, on commence à être tous défoncés, on prend des traces de coke, je bois de l'eau, j'arrive plus à boire d'alcool, on va acheter à manger. Au moment de commander, il me demande un verre d'eau et il me le donne. Je pense à un passage du livre que je lis qui fait « Je le regarde, je suis bien, les endorphines ». Je dis « Chut, je suis amoureux ». En chantant un max pour Take the Edge Off, ça n'a pas l'air de flipper. Je le dis depuis le verre d'eau. Je fais une petite pause. Je dis, tu sais le verre d'eau que tu m'as offert ce matin? Ouais, à cause de ça. Il referme ses paupières pour me dire qu'il a compris. On boit nos cafés. Je dis, il est bon le café belge. Voilà. C'est pas le texte en entier, mais c'est Tu veux lire le texte de Théophile? Vous voulez? C'est pas ouais, il est cool. Ouais, il est cool. Ça va être cool. Donc, c'est un texte de Théophile Ducreux, qui est qui finit la Villa Arsoux, qui n'y va plus d'ailleurs. Donc c'est très important quand même de préciser, c'est un chapitre d'un livre qu'il a écrit de 126 pages. C'est un chapitre qui s'appelle Rose de Rage. Non, Rose de Rage, c'est son livre. Et donc le chapitre s'appelle VIH/Alexandre. Alexandre était son meilleur ami qui était à la Villa Arsoux, qui est mort assez récemment dans une soirée drogue cul. Et donc tout le livre lui est dédié et Alexandre est très 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 présent dans ce livre. Voilà. Donc VIH/Alexandre. À 19 ans, j'ai appris que j'étais séropositif. J'avais trop peur de pécho le VIH, je me faisais dépister presque plus d'une fois tous les 3 mois, je ne baisais jamais sans capote, mais ça m'arrivait d'avaler. J'ai appris que j'étais séropositif même pas 1 an après m'être fait dépuceler. Le 5 février 2016,
ma médecin traitant, qui était encore dans le village de mes parents situé dans le Pilat à côté de Saint-Étienne, m'annonce que je suis, comme elle a dit, positif à la sérologie du VIH. Lol. J'ai esquissé un rire de sarcasme. Il doit y avoir une erreur puisque je n'ai jamais couché sans capote et que les autres risques de transmission sont quand même relativement rares. Je ne me brossais pas les dents 2 heures avant ni 2 heures après un rapport sexuel, me faisais dépister régulièrement et je n'avais pas un nombre énorme de partenaires sexuels. Suite à cette annonce, je n'ai pas baisé pendant 4 mois. Entre-temps, j'étais vite devenu indétectable. J'ai rebaisé pour la première fois juste après, ou alors le jour de mes 20 ans, avec Jean-Michel. On avait parlé sur Hornet, son profil indiquait 52 ans. Il était plutôt frais pour son âge, environ 1m80, bien foutu, et surtout une énorme queue. Comme beaucoup d'autres mecs, j'allais voir Jean-Michel pour sa queue. Je suis arrivé chez lui, il habitait pas loin des quais à Lyon, on s'est fait la bise. Dans ma tête, je me suis dit, dans 2 minutes, je suis dehors, il est beaucoup trop vieux pour moi. J'ai 52 ans. Puis je sais plus, je suis resté, j'ai bien aimé sa gueule une fois qu'il a parlé ou souri. On s'est assis dans son salon, j'ai dû lui raconter ma vie d'ado, l'appartement était très cool. Il était en face de moi, dans son canapé d'angle. Je voyais sa bosse dans son jean, une bonne grosse bosse. On s'est rapprochés, j'ai dû l'embrasser 2 secondes et je suis tout de suite descendu sur sa queue. Elle est trop belle, ma main ne fait pas le tour, j'ai du mal à la mettre au fond de ma gorge, mais ça vient. Sous sa magnifique grosse bite, il a une paire de couilles de taureau. Ce mec est un taureau. Dans notre discussion, on s'est rendu compte qu'on était nés le même jour, ou presque. Il est donc taureau aussi. Je kiffe. On décale dans la chambre, il met une capote et me prend. Après 4 mois d'abstinence et mon cul qui s'ouvre mal, c'est Jean-Michel et sa bite monstrueuse. 23 cm par 7. Qui me baise, qui m'ouvre, je suis surexcité et je kiffe de ouf. On jouit, on s'arrête un peu. Je suis trop chaud, 15 minutes après je le réchauffe, il essaie de me rebaiser, mais là ça me fait mal, du coup on arrête. Je me douche et je repars. Happy, happy, happy. Je n'aurais pas pensé que le prénom Jean-Michel arrive si vite dans mon répertoire, mais merci Jean-Michel. Je retourne le voir 1 semaine après, je ne me rappelle plus, mais c'était cool. 4 mois plus tard, en septembre, 2 heures du matin, je rentre de soirée complètement bourré et excité comme une chienne. J'écris à Jean-Michel, il ne dort pas. Je lui dis de venir me baiser chez moi cette fois. Il arrive très rapidement. Je descends lui ouvrir, trop bourré et excité, j'en oublie l'existence de l'interphone. Dans l'ascenseur, je bande déjà. On rentre chez moi. Jean-Michel me baise, il me prend sans capote. Je me souviens de ma tête contre la moquette du mur, sa bite au fond de mon trou. Je sens ces boules qui frappent mon périnée et caressent mon cul à chaque fois qu'ils s'enfoncent. Putain, elles sont énormes, énormes, énormes. Jean-Michel me dose le cul. C'est la première fois sans capote. Trop bourré, je m'endors 2 secondes après avoir éjac et je passe la nuit en gardant bien le chaud dans mon cul, le foutre de Jean-Michel. Jean-Michel ferme les volets et se couche à côté de moi. Je me réveille en gueule de bois, m'assois dans le lit. Je vois nos pieds, les miens, très beaux. J'aime beaucoup mes pieds. Les siens, 52 ans. Je grogne pour aller en cours, il me conseille presque d'y aller comme un père à son enfant, lol. Nous partons de chez moi en même temps, il n'en fallait pas plus pour m'irriter. On sort de chez moi, je trace en vélo jusqu'à les prépas des Beaux-Arts, où j'irai plus tard dans la matinée au dernier étage vider le sperme aux chiottes. C'était trop beau encore aujourd'hui, je kiffe trop d'éculer aux toilettes, voir le sperme nuageux dans le trou des chiottes qui flotte. Parfois c'est pas blanc, mais c'est toujours beau. Bon, voilà. C'est illustré. Après m'être réveillé à côté de Jean-Michel, je ne l'ai évidemment plus jamais revu. Et sa queue non plus. Bien qu'elle m'a pendant longtemps habité, je n'en ai jamais revu une aussi grosse, belle et lourde. Et puis j'ai continué à baiser sans capote de temps en temps, mais très rarement. C'était en 2016. Je dirais que cela fait 2 ans que j'ai commencé à retirer la capote de ma sexualité. Et depuis que je me suis fait opérer des condylomes en septembre 2020, je n'en ai jamais remis. Je ne baise que BBK. Jusqu'en février dernier, j'étais totalement OK avec des comportements sérophobes.
Comme un con pendant presque 2 ans, dont un en couple exclusif, lol, je me sentais obligé de dire à mes partenaires que j'étais séropositif indétectable, comme si c'était un devoir, une responsabilité de le dire à ses partenaires. J'étais relativement entouré d'hétéras, donc c'était encore plus valorisant pour elle d'être séropo, qui s'assume de le dire et donc d'être responsable. What the fuck, vous avez abusé quand même. J'ai eu un mec pendant 1 an ensuite, on a toujours baisé avec capote, alors que j'étais indétectable, que je l'avais emmené voir mes médecins, mais non, lui, il voulait pas retirer la capote. Le pire, c'est que j'étais grave ok avec lui. Je suis tombé séropositif alors que je baisais avec capote. Et flemme de faire partie des 0,00000% de chances d'être séropo en suçant. Bref, j'ai accepté sa discrimination envers mon statut sérologique et envers moi. J'espère qu'il se fait encore enculer avec capote, ce bolos. No fun, no fun. Je ne pense pas être ce 0,00 étoile% de chance d'être séropo en ayant pompé quand j'ai découvert ma séropositivité. J'ai appelé les partenaires que j'avais eus dans les 4 derniers mois à l'hôpital. Mon médecin m'avait dit qu'à mon stade de primo-infection, je devais avoir été contaminé dans les mois précédents ou le mois et demi. J'ai élargi à 4 mois. J'ai écrit un message aux 8 mecs avec qui j'avais couché, les informant de mon nouveau statut, leur conseillant de se faire dépister et de me tenir au courant des résultats. Dans les jours ou semaines qui suivirent, tous me répondirent négativement après s'être fait dépister. Ça ne m'a jamais intéressé de jouer au qui est-ce pour savoir qui m'avait planté une graine de VIH. Sur le moment, ça m'a fait chier que personne n'ait le courage de me le dire. J'avais 19 ans et eux avaient tous entre 28 et 40 ans. Et puis ces médias sérophobes, cette politique de la responsabilité, combien de personnes m'ont demandé si je savais qui c'était et on m'a réagi envers l'autre personne quand je leur expliquais. J'étais consentant pour tous ces rapports. Baiser avec ou sans capote, c'est prendre un risque, ça n'existe pas de rapport sans risque. Sauf pour les VIH, grâce au traitement et à la PrEP. Même avec capote, il y a un risque. Déjà avec capote, lol, JPP. Baiser, c'est accepter de prendre ce risque. Alors j'ai baisé et je suis devenu pos. En le protégeant, lol, ce mot me donne la gerbe. Ce vocabulaire hygiéniste qui gouverne nos sexualités, JPP, surtout qu'il s'est immiscé jusqu'au loin dans nos cercles intimes, la déconstruction de la santé sexuelle, elle aussi, loin, far away, le no capote. BBK en énorme. C'est pas fini. Les gens qui pensent que parce que l'on baise son capote, on toutes les MST, mourrez. Les gens qui ont peur des MST, mourrez. J'ai pas chopé une MST depuis septembre 2020 où j'avais eu la syphilis et la chlamydia. Et je dois baiser avec presque 30 mecs chaque mois. Je ne mets jamais de capote. La semaine dernière, fin avril 2021, mes tests étaient encore tous négatifs. H3 inférieur à 333. Take my blood. Je ne mets plus de capote, sauf si on me paye, of course. Je n'ai pas envie de me protéger. Encore une fois, ce vocabulaire est à gerber, se protéger, prendre un risque. 5 points d'interrogation, lol. Je me protège de quoi aujourd'hui le VIH? Les traitements ou la PrEP, donc voilà, pas de capote. La PrEP, c'est une protection, yes, il n'y a pas de PV. C'est avec la capote que je bug. Mais bon, les mecs qui veulent quand même prendre la PrEP alors que je suis indétectable, ceux-là aussi foutent vite la flemme. La question du VIH est réglée, pour moi. Quand bien même je serais un séronec, je prendrais la PrEP ou deviendrais séropose. L'hépatite C, il faut qu'il y ait du sang, se piquer, etc. Donc bon, et puis au pire, ce sera chiant à un moment. Le reste, chlamydia, gonorrhée, syphilis, mycoplasme, un traitement antibio, une injection, c'est réglé. Mais bon, c'est pas un automatisme, les IST, NST, je crois que les gens n'ont pas encore compris ça. Relou. Je vais pas me faire chier avec une capote. Et puis ça ne m'excite pas. Je ne trouve pas ça esthétique de mettre une capote. Ah, éthique, pardon. Je ne trouve pas ça éthique de mettre une capote. Pourquoi j'aurais envie de me protéger avec quelqu'un qui m'excite, m'attire, que j'ai envie de sentir, que mon anus épouse sa queue, ou que ma queue feel his ass? Je refuse.
Je refuse de me couvrir d'hypocrisie dans cet acte. Je refuse de me protéger de l'autre quand la seule envie est qu'il me pénètre, ou l'inverse, quand j'ai envie de sentir ses fluides, d'être son réceptacle, de le remplir. Et puis la capote, merci. Elle ne protège pas du papillomavirus, le grand oublié du système santé hétéro-prout, white man. Elle tire les tissus du cul. Faut mettre du lubrifiant. Ce qui personnellement me gêne, ça me saoule de mettre tous ces meurtrières industrielles sur ma muqueuse préférée. Flemme. Ah, c'est pas fini. Les phobiques du sexe, des MST, des EST, mourrez, SVP, mourrez vite. Ouais. Voilà. Ça, c'était ultra pédé. Ouais, tu peux répéter Ultra verbal. Qui a écrit ça? Théophile Ducreux. Ok. Incroyable. Ouais. Il y a des gens qui veulent en parler. On a déjà débriefé. Là, il y a peut-être des gens qui ont envie d'en parler. En vrai. C'est intense. Bah, ça fait du bien en fait. Surtout quand c'est situé dans les années où c'est situé, ça fait du bien d'entendre ça maintenant. Ouais. Vraiment, c'est un gros. Moi j'ai eu un peu de mal tout à l'heure avec le verbac et tu m'as recadré. Je ne comprends pas qu'on puisse utiliser cette terminologie en 2021. Mais bon. Bah, oui, moi ce que je disais, c'était que. Enfin, ce que je disais, c'était que déjà, premièrement, c'est inscrire dans ton culture aussi. C'est pas qu'une pratique. Non, bien sûr, absolument. Ouais. Et après aussi, c'est ce qu'il dit, quoi. C'est-à-dire, lui, tant qu'il est indétectable, il ne prend pas non plus de preuves. Donc, en ce sens, il est verbal pour entendre celui qui est vraiment en mode zéro production. Bien sûr. Ouais. Il y a un dernier texte que je voulais lire qui est, alors pour le coup, si on doit faire un lien au rayon, qui est vraiment dans une autre veine de ce qui a pu être publié au rayon, c'est-à-dire beaucoup plus la littérature lesbienne, féministe, très introspective, le point de vue situé et tout. Mais peut-être qu'on fait une mini-pause si vous voulez prendre un verre ou. Non, mais quand même de terminer aussi sur un autre type de. Ah oui. Ouais, je pense que c'est important de lire, mais voilà. Alors on fait pas de pause ? Ok. Alors, c'est un texte qui n'a pas encore été publié, qui est écrit par Fanny Lalard, qui est une autrice que moi j'ai connue quand j'enseignais à Cergy. Moi j'ai deux autrices auteurs préférées, c'est Dustan et Fanny Lalard. Voilà. Wow. Et c'est vraiment vrai. Et alors, hop. Et du coup, elle a écrit ce texte. En fait, à la sortie en gros là, à la rentrée. Et c'est un texte qui va être publié en entier dans la revue que sont en train de créer Tiffany Blanc et Ramaya Tegheni, qui va s'appeler certainement Wages. Donc le premier numéro va sortir là ce mois-ci. Mais donc je vais lire des extraits de ce texte, je ne vais pas le lire en entier. C'est un texte qui s'appelle Tous les jours, donc de Fanny Lalard. J'ai un petit dispositif multimédia parce qu'il faut que je mette des petits enregistrements pendant le texte. C'est un peu stressant. Alors, le texte commence par une citation de Dorothy Allison. Derrière l'histoire que je vous raconte se trouve celle que je t'aime. Derrière l'histoire que vous écoutez se trouve celle que j'aimerais pouvoir vous faire entendre. Derrière mon col soigneusement boutonné se trouve ma nudité. La lutte pour trouver les vêtements propres, de la nourriture, du sens et de l'argent. Derrière le sexe se trouve la rage, derrière la colère se trouve l'amour, derrière cet instant se trouve le silence, des années de silence. Dorothy Allison, 2 ou 3 choses dont je suis sûre, Cambourakis 2021. Comment se donner de la force en ce moment, alors que je nous sens toutes si fatiguées. Un état de fatigue permanent m'accompagne ces dernières semaines et me donne envie de réfléchir conjointement à la question de l'épuisement et à celle du repos. Créer les conditions au repos. On trouve du répit quand toutes les questions urgentes sont réglées, celles de la subsistance. Je ne peux pas me concentrer pour écrire, pour travailler, quand les questions plus urgentes ne sont pas réglées. C'est pour ça que j'ai beaucoup de difficultés à écrire ce texte.
Je me sens dispersée, j'ai du mal à me concentrer, à me centrer. J'ai l'impression d'être à côté de ce qui est essentiel pour moi maintenant. J'ai la sensation de ne pas réussir à écrire ce qui serait important que j'écrive, car je me sens sur le qui-vive, sollicitée ou perturbée par comment payer mon loyer, par soutenir mes amis, par la police, par tout le temps. Je veux vivre en essayant d'oublier personne. Tous les jours, je suis fière et désolée de notre acharnement à vivre en ne renonçant à personne. Je vois J, elle se déshabille et s'allonge sur mon lit. J'étale sur son dos le baume que C a fait cet été avec les plantes de son balcon. Je suis la longue cicatrice sur sa colonne vertébrale et toute la chambre se ramollit. La fatigue dans nos corps qui se touchent, on pourrait s'endormir tout le temps et partout. T'as mal, tu passes ta journée à oublier des choses importantes, tu passes ta journée à expliquer à des connards des trucs qu'ils ne comprendront de toute façon jamais. Tu compares les prix au supermarché, ceux du yaourt, du beurre, du riz et des œufs, et puis je me branle, sans réussir. Je fais des rêves où je dois régler des problèmes de tout le monde. J'arrive pas à me lever, j'arrive pas à tomber amoureuse, je suis essoufflée, je ne réponds pas au téléphone. Je ne rappelle pas quand on me laisse un message, je tombe malade, je ne guéris pas complètement. Je parle sans cesse, je parle dans le vent. Tu ne me réponds pas quand je te parle. On ne finit pas ce qu'on a commencé. Te prendre la main, la serrer, en attendant que les jours grandissent à nouveau. La fatigue, quelle que soit sa cause, est réelle. La vulnérabilité physique et psychologique qui traverse un corps fatigué existe et modifie sa perception du monde. Nous sommes trop nombreuses à vouloir en faire abstraction. La fatigue nous fait redéfinir nos priorités et nous détermine même dans les choix les plus infimes de nos vies. Je pense à la fatigue comme une puissance silencieuse, c'est-à-dire la fatigue n'est pas une absence de force, elle est la conséquence des forces déployées. La fatigue est la puissance silencieuse de beaucoup d'entre nous. La fatigue est un état d'éveil, c'est précisément parce que nous sommes éveillés au monde que nous sommes épuisés. Après le repas avec les schlags, j'ai lu le livre de Dustan, celui qu'O m'a laissé sur ma table avec la couverture vraiment pas terrible, au moins 100 pages qui sont comme une montée d'extase. Lire les passages de défonce et de danse dans les clubs pédales m'a mis la fièvre. J'ai tout éteint, j'ai mis Rihanna très fort dans ma chambre, j'ai bu le mauvais whisky qui traîne depuis des semaines et j'ai dansé, genre vraiment énervé. J'ai envoyé un message à eux à 2h du mat de type SOS, besoin d'une soirée tonique au plus vite with you. Je me suis mise nue parce que j'avais très chaud et parce que j'avais envie et je me suis défoulée en pensant à plein de trucs. À la dernière fois que je suis sortie en club, à ma mère, à mes fesses qui sont pas mal, assez que je trouve vraiment sexy, au fait que je pourrais jamais survivre sans eux, à ma sœur, à mes sœurs, au fait que Dustan il avait écrit ce qui avait sauvé les PD du sida, c'est la danse, le sexe et la drogue. Je me dis que c'est tout ce qui nous manque pour survivre à la Covid, je me dis que c'est un peu ce qui les a tués aussi, je me dis que c'est pas vrai, ce qui les a tués c'est le sida et puis c'est tout. Avant de dormir, tu me dis, qui aurait cru que les flics deviendraient les garants de notre santé ? Être fatigué est toujours une réaction en réponse à ce qu'on attend de nous. C'est le fait même de nous désengager de certaines normes, de nous dégager de ce qu'on appelle à notre place une vie bonne. La fatigue crée un décalage entre ce qu'on attend de nous et ce qu'on fait. C'est l'écart entre ce qu'on nous demande et ce que nous faisons. C'est l'espace de ce que nous ne faisons pas. Et se montrer fatigué, se montrer vulnérable, c'est une manière d'être en opposition avec ce qui nous domine. O me dit dans son message, non, on ne va pas faire de l'autodéfense pour avoir de la puissance et de la légitimité. Non, au contraire, on veut renverser la puissance et la légitimité comme facteur de validation. Nos fatigues et nos vulnérabilités sont des affects avec lesquels on est au monde, sont des affects avec lesquels on construit une méthodologie politique, sont un point de départ. J'ai beau être habillée tout en noir, rien ne pourra empêcher l'odeur de ma sueur de les assaillir, et la colère dans mes yeux, comme un laser, de les perforer de partout. Jeter sa fatigue au visage de quelqu'une est un acte de dévoilement des structures politiques. Une fatigue dévoilée peut être une fatigue contagieuse, une fatigue qui se répand, une lassitude générale qui ralentit tout. Comme le bâillement est communicatif, une personne qui subit une situation qui dit sa fatigue fait prendre conscience aux personnes qui vivent la même situation de la fatigue qui les habite elles aussi. Nous avons tant à apprendre de notre propre fatigue et de la fatigue des autres. Aussi, s'il n'y a pas de place pour nos blessures, nos fatigues et nos vulnérabilités dans les institutions, alors il n'y a pas de place pour déconstruire les rapports de pouvoir qui les traversent.
Le travail des fatigués est puissant, quand c'est un travail qui participe au démantèlement de ce qui les fatigue. Comme Juliette Beau, ma douce, qui écrit simplement ce qui doit être dit. Ben encore, mais plus aucune envie de parler du corps qui y tremble. Même à peine le temps d'y penser. Je me recouche et je pense à ma patronne. Deuxième jour de travail, toujours peu écrit sur le corps de cette écrivaine. Le corps de la vendeuse, lui, prend son rythme. Il n'y a pas de place pour les deux corps en même temps. Le corps de l'écrivaine prend place dans les interstices de celui de la vendeuse. Il y a toutes celles qui arrêtent, qui se retirent. Utiliser notre fatigue pour se retirer, pour trouver un endroit où on va mieux. Ici, se retirer n'est pas fuir, se retirer peut être une grève silencieuse ou une prise de recul. Se retirer d'un jeu est une manière de dire que nous ne voulons pas en redéfinir les règles. Notre absence d'une situation alerte sur la nature inconfortable pour nous de cette situation. J'ai peur que mes amis ne tiennent pas, qu'on s'épuise à se faire tenir, parce que j'ai peur que leurs paroles ne résonnent pas suffisamment pour parvenir à nos petites sœurs et que nos petites sœurs repartent du même endroit. Il y a un transat à nom du cerisier de ma grand-mère. Au matelas jaune décoloré sur lequel j'ai dormi, j'ai lu et je me suis sentie protégée. C'est l'odeur de l'herbe coupée, les insectes qui volent autour, les taches de soleil qui passent à travers les branches, la radio dans la cuisine au loin et les traces d'avion dans le ciel. Je pense à cet espace qui est pour moi un lieu de repos inconditionnel. Je l'ai en tête, je me le figure. Je sais qu'il existe quelque part et de compter sur son existence sur Terre me permet de traverser le reste. Si nous n'avons pas chacune ce lieu de repos en nous et à les fantasmer, alors nous est-il possible de continuer à faire vivre nos histoires? Il nous faut des espaces de repos pour pouvoir être fatigués, seuls ou ensemble, car seulement là, nous pourrons commencer à penser. Que dit ma fatigue du monde dans lequel je vis? À quoi ressemblera un monde qui ne soit pas basé sur l'épuisement de nos corps et des ressources? Que serais-je si je n'étais pas fatiguée? Et il y a la voix de famille. Où est-ce que ça sort aussi? Tu l'entends? Non, ça marche pas. Non, ça va pas dans le micro. Et il y a, je le dis à la place de Fanny, le souvenir de tes yeux bleus et possessifs, les banques qui avalent les cartes, les rêves de vengeance, pourtant, l'impression infaillible que, quelle que soit la noirceur, mes pupilles s'adapteront toujours à l'obscurité. On passera le film dans quelques temps. Et voilà. C'est cool d'être ensemble. Vous avez des questions ou pas? Ouais. La revue monte, du coup, c'est quoi? J'étais répondu avec ça, mais Une revue de on a jamais parlé. de Paris pour les feuilles du monde entier. Ouais, c'est ça. Non, une revue qui mêle le champ artistique et puis la littérature, la science humaine. On réfléchit beaucoup, très longtemps. On essaie d'être un peu drôle avec des sujets un peu chiants. Un message. La revue est explosée